j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est grand temps pour moi de vous faire un bilan de mon année 2020. Cette vidéo est donc dédiée aux livres qui m'ont beaucoup plu cette année. Beaucoup plu, je dis ça parce que je sais plus vraiment si c'est des coups de cœur, enfin je sais pas comment dire, il y en a qui m'ont marqué, c'est des lectures qui m'ont marqué. Après je sais pas si c'est des coups de cœur, c'est des 5 étoiles, c'est sûr, mais des fois je mets 5 étoiles et c'est pas forcément un coup de cœur, et quand je les regarde je sais que j'ai passé super moment avec ces livres, donc voilà, on va dire que c'est des coups de cœur, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à me dire si c'est vraiment un coup de cœur ou pas. Bref, voilà, je vous présente je crois qu'il y en a 8, il y en a 9, les 9 livres qui m'ont beaucoup plu pour 2020, enfin en 2020, et que je vous conseille énormément. On commence tout de suite avec Radio Silence d'Alice Oseman, qui est un livre que je crois que c'est ma deuxième lecture de 2020, donc ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais ce livre il m'a marqué, je sais que j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Il est sorti en français sous le titre de Silence Radio, donc voilà, c'est à peu près la même chose. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre en fait, c'est la plume d'Alice Oseman, tout simplement. C'est comme si c'était une lettre ouverte aux choses de l'adolescence que on pense avoir été le seul à avoir vécu, et au final on se rend compte que non, et on sait jamais trop ce que les personnes vivent ou ressentent, et ce livre là en fait c'est comme une page d'un journal intime où on en apprend plus sur la vie des personnages. Donc on suit Frances, qui est une jeune fille, enfin une jeune lycéenne qui se sent un peu déconnectée des filles de sa classe. Elle a du mal à être présente dans le moment, enfin présent, quand elle est avec ses copines. Elle aime pas forcément les mêmes choses qu'elle, etc. Enfin voilà. Elle est vraiment douée à l'école, elle est très focus sur son éducation. Elle fait partie de groupes extrascolaires, etc. Elle étudie beaucoup. Et elle a une petite passion secrète pour University, qui est un podcast qu'elle aime vraiment beaucoup. C'est un peu son trésor, et c'est un peu quelque chose qu'elle garde pour elle-même. Son jardin secret, et c'est un truc qui lui parle vraiment, et elle se sent connectée, voilà, à ce podcast parce que ça lui parle. On fait la connaissance aussi du personnage d'Aled, qui est aussi assez renfermé et qui vit une situation familiale assez compliquée, surtout le personnage de la mère d'Aled est à s'arracher les cheveux, et lui il essaye de survivre, de vivre dans un cocon qu'il s'est créé, puisqu'il est le créateur de University, le podcast, et il vit voilà dans un monde un peu dans sa bulle. Frances et Aled vont faire connaissance, puisque je crois qu'ils habitent pas loin l'un de l'autre, et ils vont devenir amis, et c'était une très belle histoire parce que c'est d'abord une histoire d'amitié et de personnes qui se correspondent et qui se voient l'un dans l'autre, et voilà, qui se sentent connectés comme ça, et voilà, qui ont l'impression de ne plus être seuls, tout court. Et j'ai beaucoup aimé, et il y a des histoires avec d'autres personnages secondaires qui sont aussi intéressantes et touchantes, et enfin voilà, il y avait vraiment des sujets abordés qui étaient vraiment bien abordés. C'est ça qui est chouette avec Alice Oseman, c'est que quand elle parle de quelque chose, on a l'impression que c'est pour de vrai, voilà, et ça fait pas du tout romanesque en mode on va rendre ça joli, ou on va rendre ça hyper intéressant pour faire genre, pour faire rêver quoi, pour vendre. Non, avec Alice Oseman c'est vraiment honnête, c'est vraiment chaud. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré l'histoire, les personnages sont hyper intéressants, hyper attachants. Un autre livre que je n'ai pas dans ma possession, c'est La fileuse d'argent, mais il faut vraiment que je l'achète parce que pareil, ça a été un coup de cœur. J'adore Naomi Novik, j'ai son dernier titre dans ma pile à lire, donc faut que je m'y mette aussi. Mais La fileuse d'argent était vraiment géniale. J'ai encore plus aimé La fileuse d'argent que Déraciné, donc c'est pour dire. Dans La fileuse d'argent, on se retrouve dans un conte un peu slave, qui fait un peu penser à Rumpelstiltskin, si vous connaissez cette histoire-là, qui m'avait vraiment marqué quand j'étais jeune. Qui me faisait un peu peur et en même temps qui me fascinait. Dans cette histoire, on fait la connaissance de 3 femmes, donc c'est vraiment une histoire de femmes avant tout. On va dire l'histoire principale, c'est celle de Myriam, qui est une petite fille de prêteur. Son père en fait prête de l'argent aux gens du village et au village voisin. Lui il récupère avec des intérêts au fur et à mesure des mois, etc. Donc un peu comme une banque, mais à l'époque quoi. Sauf qu'on va dire que il est trop gentil, et au lieu de gagner de l'argent, il en perd parce que il va se faire un peu berner par les habitants qui sont pas très sympathiques, qui vont faire oui, ma femme est malade, j'ai plus d'argent, ou ma vache est morte, donc j'ai pas pu récupérer l'argent, donc j'ai plus d'argent, donc je peux pas vous rembourser, je vous rembourserai plus tard, etc. Et en fait, il se fait jamais rembourser. Donc lui,
La mère de Myriam et Myriam vivent assez pauvrement et ont du mal à joindre les deux bouts, alors que ils devraient quand même amasser pas mal d'argent et vivre grâce aux intérêts en fait des prêts. Un jour, Myriam décide de remplacer son père. C'est elle qui s'en charge et elle est très douée à ce job en fait. Et Myriam va être un peu redoutée comme le loup blanc parce qu'elle est quand même assez dure en affaires. Jusqu'au jour où en fait on va entendre parler d'elle jusque dans la contrée voisine qui est une contrée cachée un peu dans la forêt. La contrée des Starik. Qui sont des faées, des faées, je sais pas comment on dit, des fées, des créatures magiques qui sont immortelles et qui sont vraiment faites de glace ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop. Et en fait, le roi des Starik va vouloir faire un deal avec Myriam et on dit toujours qu'il faut pas faire de deal avec eux parce que c'est toujours perdant quoi. Lui, il veut qu'elle transforme l'argent en or parce qu'elle a entendu parler de lui et il sait qu'en gros, tout ce qu'elle touche devient or parce que forcément, elle fait des affaires, elle récupère l'argent et elle fait du troc parce que si les gens peuvent pas payer en argent, ils vont payer avec autre chose. Lui, il a entendu les rumeurs qui disent que tout ce qu'elle touche devient de l'or, donc il lui amène de l'argent pour le transformer en or. On fait aussi la connaissance de Wanda, qui est une jeune fille qui vit dans la pauvreté avec son frère et son père. Et en fait, son père utilise l'argent pour se saouler. Il boit beaucoup et après quand il rentre le soir il a tout dépensé donc ils n'ont plus rien à manger. Ils se font souvent battre par le père parce que quand il a trop bu il est agressif, quand il a pas assez bu il est agressif, quand il a pas bu, enfin il est agressif tout le temps quoi. Les parents de Myriam ont aussi besoin d'aide dans leur maison pour préparer à manger, les choses de la ferme etc. Et elle a besoin d'argent donc Wanda travaille pour eux et elle va devenir plus ou moins rapidement le bras droit en fait de Myriam. Le dernier personnage qu'on a c'est Irina qui est la fille d'un duc et ce duc est assez avare puisqu'il veut vraiment la marier à un homme très très riche. Donc il va la parer d'or et d'argent et de pierres précieuses, il va lui donner une dot vraiment très attirante pour qu'elle épouse un homme encore plus riche et comme ça lui-même il aura une bonne situation, enfin le père d'Irina aura une bonne situation et elle se retrouve présentée au tsar, sauf que le tsar cache quelque chose, il a une part assez démoniaque en fait, il cache quelque chose et du coup il y a toute cette histoire de magie qu'on retrouve vraiment en toile de fond de l'histoire qui est vraiment passionnant, très très bonne histoire avec des petits mélanges, que ce soit du folklore slave avec des contes slaves mais aussi de l'histoire du pays en lui-même avec les tsars, avec l'histoire des juifs etc, des persécutions. Il y a pas mal de choses qui font que c'est une histoire qui nous parle parce que on sait que c'est inspiré de faits réels et on sait que c'est inspiré du folklore slave. Et c'est ça qui fait l'impression de conte en fait, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, lisez ce livre en hiver, c'est une lecture géniale. Et il y a une petite partie de romance aussi qui est super intéressante, que j'ai beaucoup aimé, voilà, donc bref, je vous conseille. Un livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, c'est Bloom en anglais. C'est un roman graphique aux couleurs, monochrome avec ce bleu turquoise là ce vert bleu turquoise, je sais même pas, mais vraiment c'était tout doux. J'ai adoré le personnage principal, donc en fait on fait la connaissance de Harry qui est un jeune garçon, c'est toujours un jeune garçon, un jeune homme qui est au lycée, je crois que c'était sa dernière année au lycée et là du coup il veut se lancer avec ses amis dans un groupe de musique. En fait ils ont un groupe de musique et ils veulent se lancer et avoir une carrière musicale et partir à Manchester je crois, enfin en ville en tout cas pour créer de la musique. Ils veulent vivre tous ensemble, faire une colocation etc en ville. Sauf que lui il est le fils d'un boulanger, ses parents ont besoin de lui pour travailler à la boulangerie, tout simplement parce que il y a sa mère et son père qui travaillent là déjà, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est souvent lui qui bosse avec ses parents. Et lui, c'est pas sa passion, la passion c'est la musique. Il a du mal à faire comprendre à ses parents que, ok, il les aide cet été, mais après à la rentrée, il s'en va. Donc c'est pour ça que pendant l'été, il cherche un remplaçant et il dépose une petite annonce. Et c'est Hector, le jeune homme qu'on voit ici, qui va répondre à l'annonce parce que lui, il adore cuisiner, il adore faire des pâtisseries, du pain, etc. Et il est dans la petite ville où vit Harry parce que sa grand-mère habitait là et elle vient de mourir et donc lui il décide de prendre une année sabbatique
Ça l'a beaucoup marqué la mort de sa grand-mère et il a besoin de temps pour lui et il décide d'aller dans la maison de sa grand-mère pour faire le tri dans ses affaires et éventuellement la mettre en vente. Et il voit l'annonce d'Harry et il décide d'y aller. Et Harry va donc recruter Hector et va lui expliquer un peu ce qu'il doit faire dans la boulangerie, enfin bref, tout ce qu'il prépare, les pâtisseries, etc. Il lui montre en fait pendant plusieurs semaines ce qu'il va devoir faire tout seul à la rentrée. Et les deux jeunes hommes vont finir par se rapprocher. Et c'était très mignon. C'est un livre qui fait plus de 300 pages, je crois. Oui, 350 pages, donc si vous êtes frustré par exemple de lire Heartstopper en 5 minutes, ouais, vous pouvez toujours lire La saveur du printemps, ça vous prendra un peu plus de temps. C'était super mignon, le rapprochement entre les deux, il y a les personnages secondaires, on voit un petit peu les difficultés des parents parce que forcément ils ont du mal à joindre les deux bouts, on voit les attentes, les espérances de leur fils qui a vraiment envie de faire autre chose, et voilà le deuil d'Hector et voilà sa passion pour la boulangerie. C'était trop mignon, c'était vraiment c'est une lecture toute douce, cocooning. C'est une histoire vraiment mignonne qui se passe au bord de la mer. Donc voilà, je vous conseille de lire ça pendant l'été. Même si ça s'appelle La saveur du printemps, ça se passe en été, donc faut mieux le lire en été quoi. Si vous cherchez un roman graphique à lire, moi c'est vraiment celui-ci qui m'a marqué cette année. Le prochain roman qui m'a marqué cette année, c'est un Jenny Colgan, et oui, c'est La charmante librairie des jours heureux, donc de Jenny Colgan. C'est la nouvelle saga de l'autrice que j'ai acheté en grand format parce que souvent je vous montre chez les petits poches, mais là je pouvais pas attendre, donc j'ai craqué pour le grand format et je regrette pas parce que c'était génial. Ça parle de livres et ça parle d'Écosse et moi ça m'a convaincu rien qu'au résumé. C'était vraiment un coup de cœur parce que les thèmes me parlaient vraiment beaucoup. Donc on fait la connaissance de Nina qui est bibliothécaire à Birmingham. Là où elle travaille, il va y avoir une médiathèque et toutes les petites bibliothèques de quartier vont fermer et elle va se retrouver à devoir se battre pour son poste parce qu'il y a donc moins de postes. Et elle se demande mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Ce qu'elle aime c'est donner des petits conseils aux personnes âgées ou aux habitués, présenter des nouveaux titres, etc. Vraiment trouver le livre qui correspond à la personne. Elle se demande qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire et elle a comme rêve d'acheter un van en fait et de faire une librairie itinérante à Birmingham. Et elle tombe sur une annonce qui a l'air pas mal, mais le van est à retirer en Écosse. Le truc c'est que les habitants lui disent ah mais nous on pensait que vous resteriez en Écosse et que en fait on n'a pas de librairie, on n'a pas de médiathèque, on n'a pas de bibliothèque, on n'a rien. Et donc elle décide de rester et de s'installer en Écosse et c'était trop cool. Donc ça se passe dans les Highlands, donc vraiment c'est un endroit que j'aime trop. J'ai trop hâte de lire la suite et j'espère qu'elle va sortir très prochainement. Et clairement, dès qu'elle sort, je l'achète, c'est obligé, parce que vraiment, c'était un de mes Jenny Colgan préférés. J'ai aussi eu un coup de cœur pour Good Girl, Bad Blood de Holly Jackson. Donc ça, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est Good Girl's Guide to Murder. Donc je sais jamais c'est quoi le titre en français, mais bon, il est sorti en français, je vous mets une image juste ici. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais vraiment cette saga, c'est une duologie je pense, j'aime beaucoup trop. Dans le tome 1 on fait la connaissance de Pip qui est au lycée je crois, et en fait elle fait un dossier, elle décide de travailler sur la disparition d'Andy Bell qui était étudiante dans son lycée il y a 5 ans. Elle a disparu et c'est son copain de l'époque qui s'appelle Sal qui a été accusé en fait du meurtre en fait parce qu'il s'est suicidé. Et donc ça a été un peu comme un aveu que comme quoi il avait tué Andy et qu'il s'était donné la mort. Elle enquête donc sur la disparition d'Andy et sur le suicide de Sal parce que elle connaît son frère Ravi qui est aussi au lycée si je me trompe pas, et elle va aller le voir pour discuter un peu de cette affaire. Elle veut savoir si lui pense que son frère aurait pu se suicider et tuer sa copine. Lui et sa famille ne pensent vraiment pas que Ravi a tué sa copine et s'est suicidé. Enfin vraiment ils trouvent ça vraiment absurde. Tous les deux vont mener l'enquête.
Et elle va faire ça quand même assez bien hein, pour une étudiante, genre, enfin pour une lycéenne. Elle va vraiment s'impliquer dans l'histoire, elle va pas faire un dossier vite fait bâclé et tout et tout. Non, non, elle va aller voir les amis d'Andy, les amis de Sal, elle va aller poser des questions, elle va les interviewer, donc il y a des scènes où c'est retranscription d'interviews, etc. Elle va remuer la boue et ça va pas plaire à tout le monde, donc elle va recevoir des messages de menaces. Donc là c'est la suite, dans le tome 1 on a vraiment une finalité à l'enquête et tout ça. Et là, dans le tome 2, en fait, c'est pas vraiment terminé. Une personne qu'elle connaît bien va disparaître. Et elle va aussi enquêter en parallèle sur cette disparition, puisque la police n'a pas l'air très convaincue. C'est vraiment super intéressant et franchement, à chaque fois, je suis à fond dans cette histoire. C'est trop bien. Si vous aimez les podcasts, les vidéos de True Crime, je vous conseille vraiment cette duologie. Je pense pas qu'il y ait une suite, mais franchement c'était génial et j'ai hâte de lire d'autres livres de cette autrice. Un autre livre, je pense que vous devez en avoir marre de le voir passer, mais j'arrête pas de vous en parler évidemment, c'est The Poppy War, donc de R.F. Kuang. C'est une lecture qui m'a marquée tout simplement parce que je l'ai relu, lu et relu cette année. Je crois que je sais plus en quelle année je l'avais lu, mais là je l'ai relu, j'ai mieux compris, donc c'est pour ça que je vous le présente cette année-là. C'est vraiment une histoire, faut s'accrocher parce que c'est assez dur, c'est assez complexe, il y a beaucoup de stratégie militaire et c'est pas pour tout le monde parce que je pense que on va dire le premier tiers est hyper intéressant parce que ça se passe dans une école, donc voilà, c'est cool. Le deuxième tiers, c'est un peu le creux de la vague, c'est pas terrible. Et le dernier tiers est assez explosif, donc il faut s'accrocher. Mais vraiment, je vous conseille cette lecture, elle est sortie en français, c'est La guerre du pavot. Si jamais vous n'avez pas vu toutes mes autres vidéos, j'ai l'impression que j'en parle dans toutes mes vidéos possibles. Hein. Donc dans La guerre du pavot, donc The Poppy War, on fait la connaissance de Rin, qui est orpheline et qui a été adoptée dans une famille assez pauvre, dans le royaume de Nicara, qui est composé de 12 contrées dirigées par des seigneurs de guerre en fait. Rin, elle a pas du tout envie de rester vivre dans ce village-là, dans la pauvreté, parce qu'elle est un peu réduite en esclavage par les personnes qui l'ont adoptée. Elle travaille énormément et elle n'est jamais payée. Et ils ont décidé de la marier au premier venu pour récupérer l'argent et se débarrasser d'elle. Et elle a pas du tout envie, quoi. Donc sa seule solution pour s'en sortir, c'est de participer au test annuel qui permet d'entrer dans une académie. Elle veut rentrer à l'académie de Sinegard, la capitale, qui est vraiment la meilleure académie du pays et qui est aussi la seule académie qui permet d'avoir un enseignement gratuit si on réussit à avoir un niveau excellent. Et du coup c'est que les meilleurs qui sont envoyés là-bas. Donc elle n'a pas le choix vu qu'elle n'a pas les moyens de se payer une scolarité. Elle doit être la meilleure. Elle réussit, alors, ça c'est au tout début, mais elle réussit à rentrer dans cette école, sauf que elle se rend compte que sa misère n'est pas terminée, vu que les autres élèves la harcèlent parce qu'elle a la peau plus sombre que les autres, et c'est mal vu, parce que elle est issue d'une famille très pauvre, qu'elle a un drôle d'accent, qu'elle n'est pas éduquée. Eux, c'est vraiment les fils, c'est les filles d'eux, donc c'est la noblesse, c'est des enfants qui ont été très vite percés dans la stratégie militaire, dans les arts martiaux, qui s'y connaissent vraiment, qui parlent plusieurs langues, etc. Donc elle est un peu à la ramasse. Mais elle n'abandonne jamais. Rin n'abandonne jamais, et ça c'est vraiment sa qualité première, c'est qu'elle se donne corps et âme pour toutes sortes d'épreuves de la vie. Et pour ça, je l'admire vraiment en tant que personnage féminin comme ça, elle est vraiment incroyable. Elle va apprendre à l'école qu'il y a aussi un cours en particulier qui est proposé par un professeur qui est un peu autour du folklore et plus précisément des divinités qui sont un peu qui ressemblent à des animaux en fait et qui ont la possibilité de donner des pouvoirs. Et elle, ça l'intrigue énormément, elle est à la recherche de pouvoir, elle a envie qu'on l'admire, elle a envie qu'on lui reconnaisse qu'elle a des qualités, qu'elle est forte, etc. Donc comme je vous disais, au deuxième tiers de cette histoire, la guerre se déclare, donc comme le titre l'indique, et ça chamboule tout. Toute cette histoire d'école, là c'est fini, maintenant c'est la guerre. Et ce livre, oh lolo, quelle claque, vraiment quelle claque. On se rend compte évidemment que il n'y a pas de bon côté, il n'y a pas de mauvais côté dans la guerre, c'est la guerre, voilà. Il y a des choix à prendre, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, ce sont des choix, mais il n'y a jamais de happy end. C'est très difficile, Rin doit prendre des décisions qui sont pas évidentes. Elle en prend, mais on sait que ça va pas être vite.
forcément la bonne, on sait que ça va aussi quand même emmener la souffrance. Vraiment je vous conseille cette saga, j'ai hâte de la terminer, comme je vous disais c'est un de mes objectifs de 2021, terminer The Poppy War, The Dragon Republic et The Burning God, c'est une saga de ouf, voilà, donc lancez-vous. Un autre roman qui m'a vraiment marqué c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Je vous en ai parlé aussi pas mal de fois, mais ce livre se présente comme une pièce de théâtre, donc il est divisé en 5 actes avec à chaque fois 12 scènes, tout simplement parce qu'il tourne autour du monde du théâtre et c'est un peu une enquête policière à l'envers, puisqu'on fait la connaissance de Oliver qui sort tout juste de prison après 10 ans d'enfermement et il retrouve le détective qui était sur son cas. Ce détective veut avoir des réponses parce que au procès, il s'est bien rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, il y avait des secrets, et il n'est pas sûr qu'Oliver soit vraiment coupable. Oliver raconte donc sa dernière année à l'université, donc je sais plus comment elle s'appelle cette université, mais c'est une école où ils font du théâtre, et plus particulièrement le théâtre de Shakespeare, donc c'est vraiment un cursus très spécialisé dans le théâtre de Shakespeare, et ils sont 7 ou 8 dans sa classe en dernière année, et ils travaillent sur les tragédies de Shakespeare, et vraiment ce livre est un miroir des tragédies de Shakespeare, vu que c'est une tragédie dans une tragédie, et il y a plein de moments où ils doivent jouer des scènes de Shakespeare, et on a l'impression que c'est écrit du point de vue du personnage de Shakespeare et plus du personnage de l'histoire, et en fait les deux s'entremêlent et c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé cette expérience de lecture, sachant qu'il y a aussi beaucoup de passages où ils se parlent qu'en citation de Shakespeare. Ils sont tellement à fond dans Shakespeare qu'ils en deviennent un peu fous, et en fait ils n'échangent plus qu'en parlant en mode Shakespeare, ils savent plus si c'est vraiment ce qu'ils pensent, que c'est un jeu, enfin voilà, quelle est la réalité, quel est le jeu, enfin voilà, c'était vraiment ouf comme histoire. Et il y a l'enquête sur... en fait, il y a un des personnages, un des élèves de la classe qui meurt. Et on sait pas qui a fait le coup. On sait que Oliver a été arrêté pour ce meurtre-là. On sait pas si c'est lui, si c'est pas lui. Plus on lit, et plus on avance, et plus on a les révélations, etc. Et j'ai vraiment adoré. C'était super bien fait, et psychologiquement, c'est quand même assez complexe. L'intrigue psychologique, là, comment est-ce que eux ils changent au fur et à mesure de l'année scolaire. Plus elle avance, plus ils se transforment, on va dire, plus leur comportement est différent. Si vous avez aimé The Secret Story de Donna Tartt, donc le maître des illusions, je pense que vous aimerez celui-ci. Mais si vous n'avez pas aimé comme moi, vous aimerez aussi celui-ci. C'est beaucoup plus abordable et c'est sur les pièces de théâtre de Shakespeare. Voilà. Un autre livre qui m'a énormément marqué, c'est L'année de grâce de Kim Liggett. Je pensais pas autant aimer parce que je me dis bon c'est un young adulte de chez Casterman, mais au final c'était génial. C'est un titre que j'avais repéré en VO. Et trop contente d'avoir pu le lire. C'est un roman un peu style La Servante écarlate, style Hunger Games, donc c'est la dystopie un peu. On se retrouve dans un monde où les jeunes femmes, un peu comme dans La Servante écarlate, vous voyez, les femmes c'est vraiment la mère au foyer ou la femme de chambre, etc. qui s'occupe de la maison. Elles n'ont rien le droit de dire, elles doivent être soumises, elles ne prennent pas de décision, voilà, c'est l'homme qui s'occupe de tout. Enfin, vous voyez le genre, hein, vraiment à s'arracher les cheveux, il y a des conversations, mais qui sont d'une horreur absolue. Ah, c'est horrible. On fait la connaissance de... Ah oui, elle a un nom, c'est Tierney, je crois qu'elle s'appelle Tierney, qui est une jeune femme de 16 ans. Et à 16 ans, toutes les jeunes femmes doivent partir dans la forêt pour leur année de grâce. C'est une année où elles vivent dans la forêt toutes seules, en couple là, parce que elles doivent faire partir la magie qu'elles possèdent. Toutes les jeunes femmes de 16 ans ont une magie qui fait que les hommes se retournent sur elles, les hommes sont attirés par elles, etc. Elles sont obligées de partir à la forêt, comme des recluses là, en mode survivalisme, pour faire partir cette magie-là. Tierney, elle est très curieuse de cette année de grâce, puisque c'est top secret en fait, on va dire que les femmes n'en parlent pas. Même entre elles, elles n'en parlent pas, il y a des petits regards, il y a des cicatrices qui restent, qui font dire qu'il s'est passé quelque chose pendant cette année de grâce, mais personne n'en parle. Elle part pour son année de grâce, et là, comme je vous dis, c'est un peu du survivalisme, c'est un peu à la Hunger Games. Heureusement, Tierney, elle est assez dégourdie parce que son père lui a quand même appris pas mal de choses, donc elle sait se débrouiller. Mais alors, les autres filles, c'est pas trop ça, donc c'est assez compliqué. Il se passe pas mal de trucs, sachant qu'il y a des braconniers qui vont profiter de la faiblesse des jeunes filles pour les tuer, les découper et tout ça. C'est assez violent. Bref, c'était hyper passionnant, je l'ai dévoré, donc je vous le conseille aussi. Dernier roman que je voulais absolument mettre dans mes coups de cœur, c'est Ninth House de Lee Bardugo, tout simplement parce que l'année dernière je l'avais mis dans mes flops de l'année.
Je retire tout ce que j'ai dit, c'était vraiment génial. J'ai pas compris pourquoi j'avais pas aimé la première fois parce que là je me suis replongée dans l'histoire et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, c'était hyper intriguant, j'ai adoré le monde, tout ce qui tourne autour de la magie, j'ai trouvé ça super bien développé et la plume de Leigh Bardugo, elle était vraiment très intéressante. Enfin, c'était bien écrit, bien, c'est de l'adulte, donc la plume elle est quand même plus riche que dans ces sagas Six of Crows et Grisha. Dans cette histoire, on fait la connaissance d'Alex, qui est une jeune femme qui commence sa première année à Yale. Elle est embauchée dans la 9e maison, un groupe qui surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Chacune en fait a une certaine magie qui va aider les élèves et les anciens élèves de sociétés secrètes pour prospérer dans la vie. Et c'est très réglementé. Et c'est la 9e maison qui s'occupe des règles, qui s'occupe de voir que chaque maison, chaque société secrète respecte les règles. Alex arrive et elle est aidée par Darlington qui est en gros son mentor, qui lui explique comment tout fonctionne, parce qu'elle a la possibilité de voir les fantômes. Donc c'est un plus dans cette histoire, vu que la magie attire les âmes qui errent, et c'est des âmes qui peuvent être agressives. Donc en fait, comme elle les voit, elle peut protéger les autres de ces fantômes. Et il y a un meurtre sur le campus d'une femme qui n'est pas élève, mais qui est quand même morte sur le campus. Donc Alex va un peu enquêter, parce que est-ce que c'est lié ou pas aux sociétés secrètes? C'est ça son job, c'est de savoir si c'est une société secrète qui a fait un rituel qui a mal tourné, etc. J'ai trop aimé, ça m'a fait penser au magicien de Lev Grossman, cette histoire de magie, d'école, le style de magie aussi hyper original, c'était trop bien. Il y avait des passages où on voyait la magie et c'était vraiment cool. J'aime beaucoup le personnage d'Alex parce qu'elle arrive comme ça à Yale alors qu'elle n'a pas fini le lycée, elle n'a pas passé son bac, elle a eu une vie très difficile. Elle est issue d'une famille pauvre, elle est traumatisée parce qu'elle voit des fantômes depuis très jeune et que c'est très difficile pour elle de suivre une scolarité normale quand elle est toujours interpellée par des fantômes. Elle se drogue parce que c'est la seule chose qui calme les fantômes, vous voyez. Donc très jeune, elle a fui sa famille, elle a été dans la rue, elle se drogue, elle boit, etc. Bref, pas une vie facile. Et donc là, elle arrive à Yale et ça va complètement la changer. Et j'ai adoré l'évolution de personnage. De la Alex du début et de l'Alex de la fin, c'est plus du tout la même Alex. Elle est trop badass, j'aime trop. Franchement, j'étais genre, yeah, you go girl. T'as bien fait de faire ça et tout, vas-y, tu peux le faire. Franchement, c'était trop cool, j'ai hâte de lire la suite. C'est une lecture parfaite là pour l'automne, avec la magie et tout. Je vous conseille autour d'Halloween, c'est vraiment parfait quoi. Donc voilà, c'est les 9 titres qui m'ont le plus marqué en 2020. N'hésitez pas à me dire, vous, quels titres vous ont marqué cette année, vos coups de cœur. Si vous en avez lu certains de ceux que je vous ai présentés, dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une bonne année de lecture, j'espère que pour vous aussi ça a été une année quand même marquée de beaux moments de lecture. C'est vrai que ça a été un peu un exutoire, un échappatoire on va dire de cette année 2020 qui est un tout caca. C'est vrai qu'on peut toujours compter sur les livres. Bref, je vous retrouve très vite pour vous proposer les livres que je n'ai pas aimés. Enfin, en tout cas, les livres qui m'ont déçu en 2020. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite. Bye!